Google a conquis le monde. Et pourtant, derrière ce succès, l'entreprise cache un secret bien plus sombre. Dans la dernière vidéo, on a vu comment un petit projet conçu pour des appareils photo a fini par dominer l'industrie du mobile. Ce projet, c'est Android, qui appartient à Google, et aujourd'hui, il représente plus de 70% des smartphones dans le monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce succès, chez Google, c'est une anomalie. Parce que pour un projet qui explose, il y en a 10 qui s'éteignent. Souvenez-vous des Google Glass, ces lunettes connectées, futuristes, qui affichaient des infos directement devant vos yeux. Présentées en grande pompe en 2013 et portées par des explorers triés sur le volet, on aurait dit un film de science-fiction, qui est devenu réalité. Mais très vite, la hype s'est transformée en malaise. Des bars et des restaurants ont affiché des panneaux No Google Glass Allowed. Même au sein de Google, le projet est devenu embarrassant. Les Google Glass avaient disparu, enterrés officiellement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Google+, Allo, Hangout, Reader, Inbox, Stadia, Picasa, Orkut, tous ces projets ont été lancés, certains avec énormément d'ambition, et tous ont été abandonnés. Mais alors pourquoi? Pourquoi une entreprise aussi puissante que Google tue ses propres idées? Est-ce qu'ils abandonnent trop vite? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Ou est-ce juste une autre manière de faire de l'innovation? Dans cette vidéo, on va plonger dans ce que j'appelle le cimetière de Google. Vous allez découvrir des projets brillants, parfois adorés, qui ont été supprimés sans aucune explication. Et surtout, on va voir ce que ça nous apprend sur le business, la gestion de l'innovation, et les choix difficiles qu'on doit parfois faire quand on dirige un empire. Et pour commencer, on retourne en 2013, où un outil simple, apprécié, utilisé chaque jour, va être sacrifié. On est donc le 13 mars 2013. Sur un simple post publié sur le blog officiel, Google annonce que Google Reader fermera dans 3 mois. Bon, certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes pour se rappeler de ce que c'était. Mais en tout cas, pas de grande conférence, pas de vidéo explicative, juste une mise en ligne presque sèche. Nous avons décidé d'arrêter Google Reader en raison d'un usage en déclin. Sauf que ce jour-là, c'est comme si Google appuyait sur un bouton nucléaire sans prévenir personne. Parce que Google Reader, à l'époque, ce n'est pas juste un petit outil oublié. C'est le centre nerveux d'Internet pour des millions de personnes. Un agrégateur RSS, qui est un outil qui permet de rassembler automatiquement les nouveaux contenus publiés sur vos sites préférés au même endroit. C'est comme si, au lieu d'aller consulter chaque journal un par un tous les matins, vous aviez un assistant qui vous apporte tous les titres importants directement sur votre bureau. Et Google Reader était l'appli qui rendait ce système fluide, propre et ultra pratique. Un tableau de bord, une salle de contrôle pour suivre l'actualité, les blogs, les tendances. Un outil de travail pour les journalistes, un réflexe pour les curieux, un compagnon du quotidien pour tous ceux qui veulent lire sans se faire happer par les réseaux sociaux. C'était un peu le ChatGPT de l'époque. Pour que vous compreniez bien le choc, c'était un peu comme si demain, Gmail ou YouTube étaient coupés, fermés du jour au lendemain, sans vraie justification. Les réactions sont immédiates. Sur Twitter, ça explose. Des développeurs expriment leur colère. Des journalistes parlent carrément de trahison. Même un ancien ingénieur de Google explique. Ce produit n'était peut-être pas stratégique, mais il avait une communauté et une vraie valeur. Alors, pourquoi le tuer? Certains pensent que Reader faisait de l'ombre à Google+, le nouveau réseau social maison. Parce que Reader, c'était un endroit où les gens passaient du temps, où ils partageaient du contenu, et ça dérangeait la stratégie Google+. Plutôt que d'intégrer les deux, Google a choisi de trancher. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est presque une méthode. Chez Google, quand un projet ne s'aligne pas avec la priorité stratégique du moment, il devient un poids, même s'il marche, même si les gens l'aiment. Et là, ce n'est pas juste un produit qui disparaît, c'est un signal faible que certains vont très bien capter. Ce jour-là, un entrepreneur français, créateur d'une application concurrente, voit ses serveurs surchauffer. Son outil, Feedly, prend 500 000 utilisateurs en 48 heures. Quelques semaines plus tard, il dépasse carrément les 10 millions. La question du coup, c'est que si même Google Reader peut disparaître, qu'est-ce qui est vraiment fiable chez Google? Ce doute, on va le retrouver dans tous les chapitres qui suivent. Mais pour bien comprendre la logique interne de Google, il faut maintenant parler d'un projet encore plus ambitieux, un projet qui devait rivaliser avec Facebook, un projet soutenu par toute la direction, un projet où Google a tout misé et pourtant tout s'est écroulé. Et justement, dans le business, il y a une règle simple. Si vous voulez vendre plus, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est d'improviser. Un business qui cartonne, c'est un business structuré. Les meilleurs vendeurs ne laissent pas place au hasard, ils ont un système. Et ce système, c'est Pipedrive, le CRM conçu par des commerciaux pour des commerciaux. Avec Pipedrive, vous gardez une vision claire et organisée de votre pipeline de vente. Plus besoin de jongler entre des fichiers Excel ou de chercher des informations éparpillées. Chaque prospect, chaque opportunité et chaque relance sont centralisés en un seul endroit pour un suivi sans faille. Grâce à l'automatisation du suivi client, vous gagnez un temps précieux. Pipedrive vous permet de planifier des rappels, d'envoyer des suivis automatiques et d'éliminer les tâches chronophages. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel, conclure vos ventes et développer votre activité. Les résultats sont là. En moyenne,
Les utilisateurs de Pipedrive enregistrent 28% de transactions supplémentaires dès leur première année. Et ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une meilleure organisation et d'un processus de vente optimisé. Et pour aller encore plus loin, Pipedrive s'intègre parfaitement à votre écosystème d'outils. Avec plus de 350 intégrations, il synchronise vos emails, votre calendrier et toutes vos données commerciales en un seul endroit. Une solution simple et efficace pour piloter votre activité sans perte de temps. Passez à l'action, profitez dès maintenant de votre essai gratuit de 21 jours sans carte de crédit et bénéficiez de 20% de réduction sur votre abonnement via le lien en description. Ne laissez pas votre croissance au hasard, essayez Pipedrive dès aujourd'hui et transformez votre manière de vendre. On reprend notre DeLorean et cette fois-ci, on se rend en 2011 dans les bureaux de Mountain View, le QG de Google en Californie. Larry Page, le cofondateur, vient de redevenir CEO de Google. Et sa priorité est claire, rattraper le retard social. À l'époque, Facebook est en train de devenir l'Internet social à lui tout seul. Et pour Google, c'est un problème stratégique. Parce que Facebook, c'est une plateforme fermée. Les données, les liens, les interactions, tout y reste bloqué. Impossible de les indexer, impossible de les monétiser. Autrement dit, Facebook est un trou noir pour l'écosystème Google. Alors Larry Page convoque ses équipes et il lance un mot d'ordre. On doit répondre et vite. C'est là qu'arrive Google+, un réseau social maison avec une promesse. Organisez votre vie sociale en cercle. Famille, amis, collègues, tout est structuré. Vous choisissez ce que vous partagez et à qui. Sur le papier, c'est plutôt malin. Et Google met les moyens. Une intégration massive avec Gmail, YouTube, Google Maps. Un design propre et surtout, un bouton +1 qui commence à apparaître partout sur le web. L'objectif est clair, créer un effet de réseau forcé. Et au départ, ça marche. En quelques semaines, Google+ va atteindre 20 millions d'utilisateurs. Mais ce chiffre est trompeur, parce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont un compte. Il a été créé automatiquement via Gmail ou YouTube. L'engagement, lui, est catastrophique. En coulisses, les ingénieurs le savent. Un employé de Google confiera plus tard, 90% des utilisateurs ne reviennent jamais après leur première visite. Et honnêtement, j'en fais partie. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà utilisé Google+. Mais malgré ça, la direction continue d'y croire. Vic Gundotra, le patron de Google+, pousse pour que toute l'entreprise se réorganise autour du réseau. Les équipes Android, Chrome, Search, tout le monde doit collaborer. L'ambiance devient tendue. Certains parlent même de guerre interne chez Google. Mais la vraie fracture, elle arrive en 2013. Ce jour-là, Google décide que pour commenter sur YouTube, il faudra obligatoirement passer par Google+. Vous imaginez des millions d'utilisateurs forcés d'utiliser un réseau dont ils ne veulent pas du tout. La colère monte, des vidéos virales dénoncent la manœuvre, pétitions sont lancées. Même Jared Cohen, le cofondateur de YouTube, critique publiquement cette décision. D'ailleurs, en parlant de YouTube, est-ce qu'une vidéo sur l'histoire de la plateforme avec ses hauts et ses bas vous intéresse? Dites-le moi en commentaire. Malgré tout ça, Google tient bon. Jusqu'en 2014, où le patron de Google+ démissionne brutalement. C'est le premier vrai signal. Derrière le rideau, le projet est déjà à l'agonie. L'équipe commence à être réduite, les mises à jour se font plus rares. Puis, en 2018, une fuite de données massive donne le coup de grâce. Google annonce la fermeture progressive du service. Et en 2019, Google+ est officiellement mort. Mais cette fois, ce n'est pas qu'un simple produit qui s'effondre. C'est une stratégie entière qui s'écroule. Et avec elle, une partie de la crédibilité de Google. Parce que pendant 10 ans, Google a voulu forcer un usage. Créer un réseau social à tout prix sans jamais écouter ses utilisateurs. Et là, la leçon est forte. Même une entreprise aussi puissante que Google ne peut pas imposer un produit que les gens ne veulent pas. L'audience peut être massive, le marketing peut être énorme, mais s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de traction. Et à l'inverse, certains produits que les gens aiment, Google les abandonne aussi sans même leur donner une vraie chance. Et c'est exactement ce qui va arriver dans le prochain chapitre. Un produit simple, efficace, adoré et sacrifié du jour au lendemain. Cette fois-ci, on est en 2014, à San Francisco. Une petite équipe d'ingénieurs de Google dévoile en interne un nouveau projet. Ce n'est pas un réseau social, ce n'est pas une appli de messagerie, c'est une refonte totale de la manière dont on lit nos mails. Son nom, c'est Inbox by Gmail. L'idée est simple, mais puissante. Au lieu d'empiler les messages comme une boîte aux lettres des années 90, Inbox trie automatiquement vos mails par catégorie. Il regroupe les réservations, les factures, les suivis de colis. Il surligne les infos importantes, les horaires d'un vol, le montant d'un paiement, le code d'accès d'un colis. Et surtout, il va proposer une fonction qu'on n'avait jamais vue à l'époque. Snooze, pour mettre un mail en pause et le faire revenir plus tard. Une sorte de Remind Me est pensée pour désencombrer votre tête. En gros, Inbox, c'est un Gmail modernisé, intelligent, presque zen. Et les utilisateurs qui y goûtent ne veulent plus jamais revenir en arrière. En quelques mois, Inbox devient une app culte.
pas mainstream, mais un outil pour ceux qui veulent dominer leur boîte mail. Les indépendants, les dirigeants, les personnes ultra organisées, un petit club d'élite numérique. Et c'est là que le paradoxe commence. Parce que Inbox est trop bon. Tellement bon qu'il commence à faire de l'ombre à Gmail lui-même. Google se retrouve face à un dilemme. D'un côté, Inbox incarne l'avenir, il séduit les utilisateurs avancés, il incarne l'innovation. De l'autre, c'est une base d'1 milliard d'utilisateurs. C'est l'outil grand public, l'icône. Et visiblement, chez Google, on ne veut pas diviser les forces. Plutôt que de fusionner les deux, plutôt que de les laisser cohabiter, Google décide de tuer Inbox. L'annonce tombe en 2018 dans un communiqué qui ressemble presque à un avis d'obsèque. Nous allons retirer Inbox pour concentrer nos efforts sur l'expérience Gmail. Inbox n'a pas été tué comme Google+. Ses meilleures idées ont été intégrées dans Gmail, les onglets, le snooze, les réponses intelligentes que vous utilisez vous-même aujourd'hui. Mais ce qui a énormément frustré la communauté à l'époque, c'est que l'âme d'Inbox, elle, n'a jamais été vraiment transmise. Inbox, c'était plus qu'une app, c'était une nouvelle façon de gérer ses mails. Minimaliste, fluide, zen. Un outil qui respirait, qui vous aidait à garder l'esprit clair. Gmail, lui, est resté dense, technique et classique. Et ce que les fans d'Inbox aimaient, ils ne l'ont jamais retrouvé. Ni dans l'interface, ni dans l'expérience, ni dans la philosophie. C'était un peu comme si Gmail avait dit à Inbox « Merci pour tes idées, maintenant tu peux disparaître ». Et pour les utilisateurs fidèles, c'était une douche froide. Pas de remplaçant à la hauteur, pas de solution aussi fluide. Juste un retour dans le passé. Et pour Google, c'était un message qui disait « L'innovation est permise tant qu'elle ne menace pas l'existant ». C'est dur à entendre, mais c'est souvent la réalité dans les grandes entreprises. Quand une nouvelle idée commence à trop bien marcher, si elle entre en conflit avec un produit qui rapporte déjà, alors ce n'est pas l'idée qui gagne, c'est la structure, le statu quo. Et dans le monde de l'innovation, ce genre de choix peut coûter cher, parce qu'on finit par former ses équipes à ne plus prendre aucun risque. Même si Google a tué Inbox pour protéger Gmail, vous allez voir que dans d'autres cas, ils ont tué des projets sans vraie raison économique. Pour cette app, pas besoin de remonter trop loin. 18 janvier 2023. Des milliers de joueurs se connectent, comme d'habitude, pour jouer à leur jeu préféré. Mais au milieu du menu habituel, un écran noir. Un message simple, glacial. Le service Google Stadia a été fermé. Fin de partie. Et pourtant, au départ, Stadia, c'est une révolution annoncée. On est en 2019, à la Game Developer Conference à San Francisco. Sur scène, Google dévoile son projet avec de grandes ambitions. Jouer à n'importe quel jeu vidéo, sur n'importe quel écran, sans console, juste une connexion Internet. Les vidéos démos sont bluffantes. On y voit un jeu vidéo ultra gourmand, ce qu'on appelle un jeu AAA, c'est-à-dire un jeu à gros budget avec des graphismes très poussés, tourné en 4K directement dans le navigateur Chrome, sans aucune console physique. Puis, en un clic, ce même jeu est lancé sur un smartphone, une tablette ou même sur une télévision via une simple connexion Internet. Le joueur ne télécharge rien, il ne branche rien, il stream le jeu comme on stream une vidéo YouTube. Et tout ça avec une latence quasiment invisible, c'est-à-dire sans décalage entre les actions du joueur et ce qui se passe à l'écran, ce qui est normalement très difficile à garantir dans le jeu vidéo. Pour beaucoup, c'est une révolution annoncée. Le Netflix du jeu vidéo, titrent même certains médias. Et surtout, derrière, il y a Google, ses data centers, son infrastructure, sa puissance financière. Tout le monde se dit, s'ils y arrivent, c'est la fin des consoles classiques. Mais très vite, la réalité rattrape le fantasme. Premier problème, la promesse technologique. Oui, c'est impressionnant sur scène, mais dans le salon de Monsieur Tout-le-Monde, la magie se casse très vite la figure. La connexion doit être excellente, sinon l'expérience se dégrade, les jeux lag, l'image se pixelise. Et surtout, le catalogue de jeux est limité. Pas d'exclusivité forte, peu de titres populaires au lancement et un modèle hybride étrange. Vous payez un abonnement et vous devez acheter des jeux à part. Le résultat, les joueurs restent sur leur console classique et la presse commence à parler de gadgets plus que de vraies plateformes. Le deuxième problème, c'est la confiance. Beaucoup de joueurs hésitent à investir du temps et de l'argent sur un service signé Google qui a la réputation d'abandonner ses projets. Cette image, elle colle à la peau. Stadia n'est pas juste jugé sur ses performances, il est jugé sur son espérance de vie. Et l'avenir leur donnera raison. Dès la première année, des rumeurs de fermeture circulent. Et en interne, la tension monte. 2021, Google annonce la fermeture de Stadia Games and Entertainment, son studio interne chargé de développer des jeux exclusifs. Mais accrochez-vous, aucun jeu n'est sorti. Et le départ de Jade Raymond, l'ex-productrice de chez Ubisoft, qui était arrivée en grande pompe chez Google, sonne comme un désaveu. Officiellement, Google explique qu'il préfère se concentrer sur la technologie Stadia, mais dans les faits, le projet perd son sens. Sans contenu exclusif, sans communauté forte, sans cap clair, Stadia devient un produit fantôme. Pendant un temps, Google va tenter de vendre sa technologie à d'autres acteurs. On parle de deals avec AT&T, avec Capcom, avec Peloton. Mais ce sont des accords marginaux et rien qui puisse sauver l'ensemble. Puis arrive septembre 2022. Google annonce la fin du service pour janvier. Stadia est mort moins de 3 ans après son lancement. La bonne nouvelle, c'est que Google va rembourser tous les achats, y compris le matériel. Un geste élégant, mais ça ne change rien à la conclusion. Stadia est un échec, et un échec lourd.
Parce qu'il ne s'agit pas d'un petit projet, mais d'un parfait exemple de désalignement entre ambition technologique, vision du produit et réalité du terrain. La leçon ici, elle est claire. L'innovation, ce n'est pas juste une question d'infrastructure, ce n'est pas qu'une question de puissance, c'est une question de profondeur d'exécution. Il faut comprendre son marché, parler à ses utilisateurs, créer un contenu fort et surtout inspirer confiance. Google avait la technologie, mais pas le bon produit, pas la bonne stratégie. Et surtout, pas la patience nécessaire pour percer dans un secteur exigeant que le gaming. Et pendant que Stadia s'éteignait, un autre produit Google suivait le même chemin. Lui aussi promettait de révolutionner notre façon de communiquer. Et c'est certainement le produit qui avait le plus de hype dans l'histoire de Google. Mais lui aussi a fini au cimetière. Allez, on revient en 2013. Décidément, c'est une année chargée pour Google. Le fondateur monte sur scène, et cette fois, ce n'est pas pour un logiciel. C'est du hardware, du vrai, du tangible. Des lunettes, mais pas n'importe lesquelles. Les Google Glass. Un prototype futuriste tout droit sorti d'un film de science-fiction. Une caméra intégrée, un micro, un mini écran transparent projeté devant l'œil droit et une promesse, accéder à l'information sans sortir son téléphone. L'idée est simple. Vous portez les glaces, vous dites et vous pouvez chercher sur Google, filmer ce que vous voyez, recevoir des messages, des itinéraires, le tout en gardant les mains libres. C'est l'époque des explorers. Un petit groupe d'élus qui testent les Google Glass dans la vraie vie. On les voit à la télé, dans les conférences tech, sur les plateaux télé. Celle de la réalité augmentée, celle où l'écran ne serait plus dans votre poche, mais sur votre visage. Sauf que très vite, le rêve devient inconfortable. Dans la rue, les gens sont mal à l'aise. Les lunettes ont une caméra qui filme en continu, souvent sans que personne ne le remarque. Dans les cafés, les regards se braquent. Dans les transports, les gens changent de place. Certaines personnes qui portent les glaces se font même insulter. Le mot glass hole devient populaire aux États-Unis. Pour information, asshole veut dire trou duc en anglais. Et dans plusieurs bars, à San Francisco et Seattle, panneaux apparaissent No Google Glass allowed. Interdiction formelle de les porter à l'intérieur. La promesse était belle, mais la réalité sociale est brutale. Les gens ne sont pas encore prêts à être filmés en permanence. La technologie, elle, fonctionne. Mais la société, elle, dit non. Et oui, on n'est pas encore en 2025. Et ça, Google ne l'avait pas anticipé. Parce que derrière l'image de modernité, il y a une incompréhension profonde. La frontière entre innovation et intrusion. Et il y a aussi un autre problème. Les Google Glass, à ce moment-là, ne servent pas à grand-chose. Pas d'application vraiment utile, pas d'écosystème, pas de scénario concret pour le grand public. C'est une démo techno, pas un produit. Et pourtant, le concept n'est pas mort. Il a juste été trop en avance. 10 ans plus tard, comme vous le savez, Apple sort le Vision Pro. Même logique, un écran dans votre champ de vision, mais avec une puissance 1000 fois supérieure. Et surtout, avec des années de préparation en termes de design, de confort, de cas d'usage. Là où Google a lancé trop tôt, Apple attend, peaufine, encadre. Bon, ça va quand même être un flop comme on l'a vu en vidéo récemment. Mais c'est peut-être la leçon la plus importante de ce chapitre. Innover trop tôt, c'est parfois pire que de ne pas innover du tout. Il ne suffit pas d'avoir la bonne idée, il faut aussi que tout le monde autour soit prêt à l'accepter. Et Google, avec les glaces, avait juste vu sur le fond, mais avait totalement raté le timing. Contrairement à Meta, la société mère de Facebook, qui est en passe de réussir là où Google a échoué avec ses lunettes boostées à l'IA. Par contre, elle pose un autre problème qui va être massif si rien n'est fait, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche.